Je vous souhaite le bonsoir de la part de l'ORI, donc le think tank propulsé par les étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc je suis Charlotte Mazet, la présidente, et vous avez Emma Schlebowski qui est la vice-présidente. Et on est en compagnie de Carole Gomez ce soir, qui va venir nous parler de son essai Géopolitique du rugby, que vous pouvez voir jusqu'ici, et que certains ont déjà lu. Donc du coup, ce webinaire, comme vous le savez déjà, se tient dans le cadre du prix du livre géopolitique de l'ORI, la première édition dont l'essai a été sélectionné pour concourir avec deux autres. Aujourd'hui, nous accueillons, donc comme je l'ai dit, Carole Gomez. On la remercie déjà pour le temps qu'elle nous accorde. Ça nous permettra de prolonger nos lectures en pouvant directement discuter avec elle. Que pour ceux qui ne savaient pas, elle est assistante diplômée de l'Institut des sciences de sport de l'Université de Lausanne et elle est actuellement doctorante en sociologie du sport, mais ça, elle vous l'expliquera probablement mieux que moi. Concernant le livre, donc du coup, on a quand même beaucoup de thèmes qui sont abordés et je pense que c'est pour ça que on l'avait tous sélectionné, notamment le sport dans les relations internationales, tout ce qui est diplomatie sportive, l'intégrité dans le sport. Mais on a aussi des questions sur la mondialisation incomplète, l'évolution du rugby, les potentielles dérives du rugby et la part de la France dans le rugby, avec notamment un focus aussi sur le rugby féminin que moi personnellement j'ai trouvé particulièrement intéressant et au travers duquel on sent le travail et on sent vraiment l'engagement pour ces questions. Donc à l'ORI, ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Madame Gomez en sachant que je tiens à vous préciser que le séminaire est enregistré et que les questions pourront être posées après l'intervention de Madame Gomez. Merci à tous. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous m'entendez. Je suis absolument ravie d'être avec vous et je remercie l'ORI de cette opportunité. Et je suis un peu surprise, même si un peu surprise de faire partie des livres retenus parmi la quantité de très bons articles et ouvrages qui sont publiés récemment. Comme ça a été mentionné, je suis donc assistante diplômée en sociologie du sport à l'Université de Lausanne. Je sors de cours, je suis encore à l'Université de Lausanne, et ma thèse en porte sur les violences de genre au sein des fédérations sportives internationales et savoir un peu comment est-ce qu'elles sont traitées, abordées, éventuellement comment est-ce que des solutions sont apportées à ces questions-là au sein des fédérations internationales. Et pour ceux qui sont intéressés par le sport, l'affaire Rubiales, avec ce qui s'est passé avec la fédération espagnole de football, en est une des illustrations. Avant ça, je travaillais à l'IRIS, donc l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris, sur les questions de géopolitique du sport. Et c'est dans cette logique-là, et c'est dans le cadre de ce travail-là, que je me suis intéressée au rugby, en partant de ce principe en réalité d'un constat dans mes recherches où il y avait énormément de choses qui étaient publiées sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, principalement sur les Jeux Olympiques, énormément de choses qui étaient publiées sur le football, géopolitique du football, l'économie du football, sociologie des supporters, par de football, mais il y avait ce qui me semblait être peut-être un manque d'analyse sur le lien entre géopolitique et rugby. Il pouvait y avoir beaucoup de réflexions sur l'histoire du rugby, sur la géographie du rugby, sur la pratique en tant que telle, la pratique sportive du rugby, mais il manquait peut-être ce lien-là sur la mondialisation enfin, sur la géopolitique du rugby. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la recherche ou si vous allez en faire, mais en fait, faire de la recherche, c'est apporter une petite brique à la connaissance, partir de ce qui a été fait et essayer de, à travers un prisme nouveau, un exemple nouveau, un événement nouveau, apporter quelque chose, peut-être revenir, requalifier sur ce qui a été fait. C'est comme ça que ce processus se développe. Du coup, si ça vous convient, je vais essayer de faire une présentation qui ne sera pas forcément trop longue. L'idée était vraiment de garder le maximum de questions
et d'échange en fait. C'est ça qui va être intéressant pour vous et surtout pour moi, de voir un peu ce qui vous interroge, ce qui vous intéresse. Du coup, je ferai mon articulation, enfin, je développerai surtout 3 propos. Le premier, et c'est ce qui a été mentionné par madame, dont je n'ai absolument pas, excusez-moi, du coup, j'ai pas du tout votre prénom et nom. Charlotte Mazet. Eh ben, Charlotte Mazot, c'est quand même mieux de nommer les personnes à qui on s'adresse, qui a été mentionnée donc la question de la mondialisation, qui est inachevée ou inachevable, hein, c'est la question que je pose, du rugby, parce qu'il faut, pour cela, il y a plusieurs éléments, dans le cadre de mon ouvrage, hein, il y a plusieurs éléments qui sont entrés en ligne de compte. Le premier, c'est de s'intéresser à la fédération internationale. La fédération internationale qui s'appelle World Rugby et qui, aujourd'hui, compte 132 fédérations membres ou affiliées au sein de sa structure, ce qui est un chiffre important, mais en réalité relativement peu par rapport à d'autres fédérations internationales qui peuvent en posséder 210, 200, 210, par exemple, comme la FIFA. Élément intéressant, et ça fera... ce sera intéressant pour des étudiants en relations internationales, hein. C'est donc, il y a plus de membres, plus de fédérations membres d'une fédération sportive, plus de fédérations nationales membres d'une fédération internationale que de pays, États membres de l'Organisation des Nations Unies, qui est censée être l'institution la plus globale, la plus mondialisée possible. Donc ça nous dit aussi quelque chose de l'importance que peut avoir le sport dans les relations internationales. Pour revenir à World Rugby, il est surtout intéressant d'avoir en tête plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'est une fédération qui est plus que centenaire. Elle a été créée en 1887, et donc en 1887, il y a eu une évolution qui a été en réalité extrêmement lente pendant le 1er siècle, hein, puisque jusqu'en 1986, il n'y avait que 7 fédérations membres d'une fédération internationale, ce qui est relativement peu quand on sait que d'autres fédérations avaient déjà dépassé très largement la centaine, voire la 150aine. Et puis, avec le lancement de la première compétition de rugby, la Coupe du Monde à 15 masculine, il y a eu un vrai déclenchement, un vrai déclencheur sur le nombre de fédérations, qui a connu un pic avec plus de 35 fédérations qui l'ont rejoint en l'espace de quelques années, et chiffre qui s'est continuellement accru, avec notamment un pic à ce moment-là, mais aussi avec toutes les réflexions autour de l'introduction du rugby à 7 masculin et féminin dans le programme olympique, parce que ça permet aussi, et c'est aussi une des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, ça permet aussi d'avoir une médiatisation, un affichage de son pays, de son équipe sur la scène internationale, de repartir avec une médaille qui, dans l'imaginaire, dans le capital symbolique, est extrêmement fort, et qui permet de progresser, là aussi, dans la pratique masculine comme dans la pratique féminine. Du coup, si je reviens sur la question de la mondialisation, il y a donc effectivement ce nombre de fédérations nationales qui est relativement faible au sein de la fédération internationale. Et puis, il y a aussi une Coupe du Monde où l'histoire de la Coupe du Monde est relativement intéressante, puisqu'elle est très récente, comme je vous l'ai dit, 1987, alors que dans d'autres sports, ça a été quelque chose qui soit a débuté au début du XXe siècle, soit se sont vraiment développés au tout début du XXe siècle, ou au tournant du XXe siècle. Et la Coupe du Monde de 1987 pour le rugby masculin, c'est un peu développé par opportunisme et par cette volonté de considérer que ça pouvait être une ouverture sur le monde, et aussi une ouverture économique sur le monde, parce que ça permettrait de faire entrer de nouvelles ressources, ça permettrait aussi de diffuser un peu plus largement le sport, et donc de quelque part casser cette mainmise des anglo-saxons, et particulièrement des Anglais, sur le sujet. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir la diffusion du rugby à l'échelle internationale et sa mondialisation. Quand on essaye de dater un peu quels sont les pays qui ont commencé à jouer, on se rend compte qu'en réalité tout part de l'Angleterre, là où le rugby est né, le rugby étant une ville
anglaise, où ce rugby a été inventé, enfin ce jeu-là a été inventé dans l'université de rugby qui donc a donné son nom, et ensuite c'est diffusé par le prisme des sports, par le prisme des universités, par le prisme aussi militaire, et donc c'est aussi une parfaite incarnation, une parfaite allégorie de l'Empire britannique qui se diffusait par les différents canaux que je viens de citer, et qui ont trouvé un écho en Amérique latine, où notamment il y avait de forts liens commerciaux, par exemple avec l'Argentine, avec le Chili, qui était très important, évidemment avec la France, où le rugby est arrivé par les ports, Le Havre, Bordeaux, Montpellier, et par les universités, Toulouse, Lyon, Paris. Et ensuite, on a pu voir aussi, dans le cadre de l'Empire britannique, cette pratique se diffuser dans différents pays avec qui les liens étaient très forts, l'Australie, la Nouvelle-Zélande par exemple, ou aussi le Japon, qui pouvait avoir des liens universitaires assez importants avec l'Angleterre. Donc on a vraiment cette mondialisation qui s'est faite par, par touches successives, beaucoup moins massive que celle du football, qui elle a été vraiment et très rapidement complètement globale, où on a eu des clubs qui se sont vraiment multipliés en l'espace de quelques années sur l'ensemble du globe, et sur les 5 continents. C'était quelque chose d'un tout petit peu un peu plus lent dans le domaine du rugby, même si il faut aussi avoir en tête 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est la question de cette géographie du rugby, et donc et de aussi peut-être lutter contre les propres perceptions que l'on peut avoir. Évidemment que on connaît les principales nations qui sont fortes en rugby, qui dominent le rugby international, avec les équipes des 6 nations, donc avec Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande, France et Italie, mais aussi ce qu'on appelle à l'époque ce qu'on appelait les trinations, avec Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie, qui ont par ailleurs, ces 3 nations-là, ont remporté 9 des 10 Coupes du Monde écoulées, donc qui montrent aussi l'importance de ce sport dans ces pays, ou plutôt dans le palmarès du rugby. Mais il est aussi intéressant de avoir en tête que l'on joue aussi au rugby ailleurs dans le monde, avec une présence récurrente du Japon dans les Coupes du Monde. On a tendance à l'oublier, ça a toujours été quelque chose qui a été relevé un peu avec surprise, mais la Coupe du Monde a été accueillie en 2019 par le Japon, qui apparaissait comme un acteur un peu étonnant du rugby, alors même qu'il y a une tradition centenaire du rugby dans ces clubs-là, et avec une présence depuis 1987 continue dans le cadre dans le cadre de l'organisation des championnats de la Coupe du Monde. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec le rugby, à mon sens, c'est aussi aller à l'encontre de l'image d'Épinal qu'on peut avoir avec un rugby très ancré dans le sud-ouest, qui ne serait pas forcément diffusé très largement, et qui souffre du coup, quand on se penche sur la réalité, de quelques exceptions qui me semblent aussi intéressantes à développer. Ce qui me paraît aussi, et le deuxième élément que je voulais citer concernant cette mondialisation, il faut aussi avoir en tête, et ça c'est une petite anecdote, mais qui me semble aussi intéressante, c'est il faut aussi avoir en tête que pendant quelques années, il y a eu 2 fédérations internationales qui ont été concurrentes. La World Rugby, donc alors à l'époque il s'appelait l'International Rugby Football Rugby, Federation, qui était actuellement World Rugby, mais il y avait aussi ce qu'on a appelé la FIRA, la Fédération internationale de rugby amateur, qui avait été créée notamment à l'initiative de la Fédération française de rugby, qui s'était fait exclure du tournoi des 5 nations. Et donc on a vraiment, en parallèle, au début des années 1930, 2 fédérations internationales qui veulent développer le rugby. Quand World Rugby, dominé par les Britanniques, voulait garder le rugby dans leur giron afin de ne pas le dévoyer, afin de ne pas le pervertir en le faisant jouer dans d'autres pays et par d'autres
pratiquants. Au contraire, la perspective française était beaucoup plus ouverte, hein, se dire, une fois que la France a été exclue du tournoi des 5 nations, l'idée c'était de continuer à jouer et donc de continuer à organiser des rencontres, organiser des matchs avec un certain nombre de pays. Et donc il y a eu des rencontres qui ont été faites avec l'Allemagne, la Géorgie, la Roumanie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on a une très forte collaboration entre la Fédération française de rugby et la Fédération roumaine, la Fédération géorgienne. Et il est aussi intéressant d'un point de vue géopolitique de noter que parmi les créateurs et les instances créatrices de cette fédération de rugby amateur, il y avait la Fédération catalane de rugby, et qui montre aussi là encore à quel point c'est évidemment porté par des acteurs étatiques, mais aussi par des acteurs qui revendiquent une place sur la scène internationale en dépit de leur statut propre d'État. Ce qui me mène au deuxième point que je voulais aborder, qui était celui de l'influence qui a été mentionné par Charlotte tout à l'heure, avec l'influence de la France dans le domaine du rugby, et qui trouve une actualité assez... je saisis la balle au bon, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'interview de Bernard Laporte qu'il a donnée sur RMC hier, et qui considérait que si on n'avait pas gagné, enfin que s'il était resté à la tête de la Fédération française de rugby, on aurait été champion du monde. Je ne reviendrai pas sur ce postulat-là, mais je m'intéresserai juste sur ce qu'il a dit ensuite en disant que, et pour le coup qui est tout à fait juste, en disant que quand lui était président de la Fédération française de rugby, il était également vice-président pardon, de World Rugby, qu'il avait une voix qui portait au sein des instances et que lui déplorait l'absence d'influence dans les instances internationales parce que c'était là où se créait le rugby de demain. Et donc c'était en faisant partie de ces instances-là, en faisant partie de ces discussions, en poussant pour telle réforme ou pour telle pratique, on pouvait arriver non pas à, à, à truquer le sens du jeu, mais du moins à faire passer la philosophie que l'on acquiert dans le pays ou la perception globale hein, qu'il peut y avoir. Et pour le coup, sur cet élément, je lui donne, c'est quelque chose que je relève dans mon livre, c'est quelque chose que j'avais également noté, et notamment je faisais un parallèle entre ce qui était la position de la France au sein des instances au début des années 2000, où on avait un président, où on avait un Français qui était président de la Fédération internationale de rugby, du tournoi à destination, de l'EPCA, donc à l'époque qui était l'organisateur des compétitions de clubs à l'échelle européenne, et on avait un président de Rugby Europe qui permettait de faire passer des messages, qui permettaient de montrer que la France était influente sur la scène internationale. Et là, quand on regarde un peu qui dirige le monde du rugby, en réalité, on se rend compte qu'il y a très peu de Français, voire pas du tout de Français, et qu'ils ont été relégués à des postes, présence dans des commissions qui, certes, sont importantes, mais qui ne sont pas forcément aussi décisives que quelqu'un qui est véritablement aux manettes. Et c'est aussi ça qui est intéressant, et qui me semble intéressant à souligner, et qui s'inscrit par ailleurs directement dans la logique de la diplomatie sportive, dans la politique qui a été lancée depuis 2013 avec la diplomatie sportive française, qui officiellement a lancé une stratégie sur ce sujet, et dont un des axes, je vous ferai l'économie de l'ensemble des étapes, mais on pourrait y revenir par la suite si ça vous intéresse, mais dont un des axes stratégiques est de placer des personnalités françaises dans les instances, afin de faire passer les messages, afin de faire aller le monde du sport en cohérence avec la vision française que l'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est un travail en cours, qui a eu certains succès avec l'élection de certaines personnes au sein, en tant que membres du CIO, qui ont pris des fonctions dans des commissions qui sont importantes au sein de fédérations internationales, mais qui, dans le domaine du rugby, me semble en tout cas en recul par rapport à ce que ça a pu être auparavant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et que les choses ne vont pas évoluer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à noter. Et par ailleurs, je faisais référence
l'interview de Bernard Laporte, hein, qui a été donnée hier, mais c'est quelque chose qui avait aussi été relevé par Florian Grill, l'actuel président de la fédération, qui notait qu'il y avait effectivement une perte d'influence importante dans les instances du rugby international, et que, alors, loin de moi l'idée de faire une déclaration polémique, mais que lui pouvait... ne liait pas forcément la question avec la perte du match en quart de finale, mais avait plus en tête que c'était dans la façon d'arbitrer, c'était plus un arbitrage qu'on connaissait au sein de l'hémisphère sud, qui était très permissif, enfin qui laissait jouer, etc., à la différence d'un arbitrage de l'hémisphère nord, où on va avoir tendance à siffler dès la première faute. Et donc là aussi, c'était ça qui me semblait intéressant à soulever. Et pour justement conclure sur cette question de l'influence, ce qui me semble surtout intéressant de mettre en avant sur ce sujet, c'est, et on ne s'extirpe pas un peu du domaine du rugby, mais dont le rugby est une bonne illustration, c'est quid de la diplomatie sportive française post-2024. Parce qu'en réalité, quand on se penche sur le lancement de cette stratégie à la fin de l'année 2013, avec les différents axes qui ont été développés, avec notamment la nomination d'un ambassadeur pour le sport. D'ailleurs, petit test, est-ce que vous savez qu'on avait un ambassadeur pour le sport? Non? Ouais. Et donc et pour ceux qui savaient, est-ce que vous savez quel est son nom? Non. Voilà. Du coup, ça montre aussi qu'il y a sans doute pas mal de choses à faire sur le sujet en termes de communication. Et quand on regarde la feuille de route, systématiquement, tous les éléments ont comme point d'orgue et comme j'aurais presque tendance à dire point final, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce qui, au moment du lancement en 2013, était quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça permettait d'avoir une réflexion non pas sur le court terme, comme on peut avoir l'habitude, mais plutôt une réflexion sur le moyen terme qui était intéressante, avec un certain nombre d'échelons et de jalons tout au long de cette logique-là, et notamment l'accueil de la Coupe du Monde masculine de rugby à 15, qui s'est donc organisée cet automne en France et dont la désignation est intervenue quelques semaines après les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant. Mais le problème, c'est que quand on regarde cette stratégie-là, on se rend compte que le point final, le point d'orgue, c'est 2024. Mais la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que cette compétition est passée? Une fois que la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques s'est achevée, comment est-ce qu'on garde vivant ces liens? Comment est-ce qu'on continue à travailler sur le sujet? Comment est-ce qu'on pérennise tous les investissements temporels, matériels, humains, financiers qui ont été réalisés? Comment est-ce que, par exemple, cette Coupe du Monde de rugby 2023, est-ce qu'elle va servir? C'est quoi le plan de développement? Comment est-ce on va cultiver cet héritage? Comment est-ce qu'on va cultiver ce qui a été fait pour faire en sorte qu'un héritage existe, qu'il soit matériel ou immatériel? Et ça, j'ai un tout petit peu l'impression que c'est précisément ça qui pêche, à la fois dans le domaine du rugby, mais également dans le domaine de la diplomatie sportive française de façon générale. Ça fait des années que poil à gratter serait sans doute bien trop prétentieux de ma part pour dire ce que j'ai essayé de faire, mais c'est juste que systématiquement, je posais cette question au ministère des Affaires étrangères, je posais cette question au ministère des Sports, chargé des sports, et c'était quelque chose pour lequel on disait non, mais en fait, il va y avoir plein d'opportunités qui vont naître, et les Jeux de 2024 provoqueront un engouement tel que forcément il y aura quelque chose qui se provoquera. Sauf que le problème, c'est qu'on met beaucoup d'hypothèses, on met beaucoup de si, et que il faut aussi construire une vraie politique qui permet de poser des jalons. Ce qui me semble extrêmement intéressant et extrêmement audacieux en 2013, au moment où ça a été lancé, ce qui me paraît un tout petit peu plus risqué là avec cette situation actuelle. Et donc à ce titre, si j'en reviens au rugby, c'est aussi ça qui va être intéressant de poser, c'est quoi les prochaines étapes pour le rugby français à l'international? Est-ce que ça va être d'organiser une prochaine Coupe du Monde? On a déjà accueilli la Coupe du Monde féminine en 2014, on a accueilli la Coupe du Monde masculine en 2023. Comment est-ce qu'on peut arriver à peser? Il y a beaucoup de réflexions actuellement sur la question des protocoles commotion. Donc, est-ce
que, par exemple, la France peut avoir une voix particulière, peut lancer des recherches particulières, être en lead sur ce sujet-là. Une des hypothèses, quand j'avais rencontré différentes personnes, enfin conseillers sport au sein de ministères ou auprès de l'exécutif, il me disait qu'il y avait aussi une vraie réflexion autour des questions de gouvernance. Donc la France pourrait porter un message particulier. On sait que dans le domaine de l'intégrité, le Code mondial antidopage est né de l'affaire Festina, qui s'était passée pendant le Tour de France. Et donc la France a aussi, et ça a été aussi porté, épaulé par la France sur ce sujet. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose? Ben, pour l'instant, on a beaucoup d'hypothèses, on a beaucoup de scénarios, mais on a peu de certitudes sur quelle va être la place réelle de la France dans le rugby dans les prochaines années. Et surtout, au-delà de savoir l'influence, quelles sont les personnalités qui pourraient prendre ces postes-là. Et ça, la question est encore entière et pour lequel, en réalité, on n'a pas forcément de réponse pour l'instant. Ce qui, pour le coup, moi, me peine, ça, c'est pas du tout l'enjeu, mais c'est surtout de se dire que il y a quelque chose qui a été réalisé, il y a des politiques qui ont été lancées, mais qui, en réalité, sont pas, ne vont pas être mises à profit pour développer d'autres choses et pour être pensées dans une temporalité plus longue, ce qui me semble très enfin, très dommageable, et notamment de laisser passer des sujets qui sont extrêmement importants sur la question de ce qu'on appelle, c'est un terme qui revient beaucoup dans le domaine du sport et de façon générale, c'est la sustainability, le legacy, et donc ben, tous ces éléments, toutes les évolutions qu'on a pu connaître dans le sport, il pourrait y avoir une place pour la voix de la France, à condition de s'en saisir d'une part, et surtout d'avoir un peu réfléchi à la question auparavant et d'avoir fait ce que mon ancien chef appelait un peu le jus de crâne pour avoir des choses aussi à proposer sur ce sujet. Et peut-être le dernier point que je voulais développer avant de laisser la place aux questions, c'était surtout la question du futur du rugby et de savoir quels étaient un peu les différents éléments que l'on pouvait voir. Il y a 3 points que je voulais développer. La pratique féminine, évidemment, le rugby, le développement du rugby à 7, et aussi la question de l'intégrité dans le rugby, et notamment la question des protocoles commotion, qui est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais qui focalise beaucoup l'attention, qui est très intéressant. Mais il y a aussi plus largement toute la question de l'intégrité physique et des différents joueurs. Peut-être sur le rugby, la pratique féminine du rugby, c'est effectivement quelque chose, moi, qui me tenait à cœur de développer. Alors aussi parce que là, je travaille sur la féminisation du sport, et sur les questions de genre, mais ça me semblait essentiel à développer parce que quand vous saisissez un ouvrage, quand vous lisez un ouvrage, quand vous lisez un article, vous avez absolument aucune, ce serait sans doute un peu trop radical, mais très peu d'informations sur l'histoire du rugby, le développement de la pratique féminine, quelles sont les dirigeantes qui ont marqué le rugby français, masculin comme féminin. C'est quelque chose qui est très compliqué à, à connaître. Et donc, là aussi, c'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est aussi le propre de la recherche, c'est de travailler sur ce qui n'a pas encore été mis à jour, mettre en connexion des situations, trouver de nouvelles sources, réfléchir sur les prises de position de tel ou tel acteur. Et donc, c'est ça qui me semblait intéressant. Et pour le coup, dans le domaine du rugby de la pratique féminine, c'est quelque chose qui me semble intéressant à 2 égards. Là, je me positionne au niveau de la Fédération internationale et ensuite je parlerai de la médiatisation. Au niveau de la Fédération internationale, c'est notamment intéressant parce que la Fédération internationale a compris au tournant des années 2012-2014, qu'il y avait un vrai enjeu à s'intéresser au public féminin. Et ça, je l'ai vu à travers, dans le cadre de cet ouvrage, du coup, j'avais regardé l'ensemble des rapports annuels, des communications des minutes des assemblées générales
Et donc la question de la pratique féminine était reléguée dans les questions autres, dans les points divers, au fin fond d'une réunion qui comptait de nombreuses heures et dont tout le monde n'avait plus qu'une envie, c'était partir au plus vite pour profiter du buffet. Et donc du coup, c'était pas véritablement traité avec tout l'attention et le sérieux que cela nécessitait. Et par ailleurs, ça se voyait aussi à la comptabilité du nombre de licenciés, où en réalité, il y avait espèce de fourchette entre 500 000 pratiquantes et 1,5 million, ce qui fait quand même on est plus sur un gros râteau qu'une fourchette, hein, vu l'écart qu'il y a entre les deux. Et puis en 2014, il y a un truc qui est en train de se passer avec un pointage un peu plus précis, où on voit, il y a des reportages qui sont réalisés, il y a une place plus importante qui est donnée aux sportives, aux éventuellement entraîneuses. Il y a des équipes qu'on va avoir tendance à suivre plus précisément. Et puis il y a aussi un élément qui est non négligeable, qui est le fait que la Coupe du Monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2014, qui était organisée en France, en fait, potentiellement, elle a failli ne pas être organisée du tout. Il y avait une incertitude sur l'organisation. Finalement, c'est la France qui l'a récupérée. Et l'idée, c'était un peu de se dire, et ça a été quelque chose qui m'a été confirmé par plusieurs personnes qui travaillaient dans les instances internationales à l'époque, c'était de se dire, en fait, si ça marche pas, eh ben, on va pas s'acharner et on va considérer que ben, c'est pas grave, il y aura plus de Coupe du Monde féminine qui aura lieu. Et en fait, il y a eu un truc inverse qui s'est passé où bah, non seulement cette Coupe du Monde a eu lieu, d'une part, et en plus, ça a été un gros succès médiatique. C'était diffusé par France 4, hein, qui avait récupéré les droits, puisque c'était une compétition qui était organisée sur le sol français. Et ça passait en plein milieu de l'été. Et en fait, tout le monde a découvert qu'il y avait des équipes de rugby, qu'il y avait une compétition internationale de rugby à 15, et en plus que les équipes hein, jouaient quand même plutôt bien au rugby, et avec toujours cette espèce de regard en se disant, bah, tiens, c'est intéressant, on a l'impression de retrouver, ça c'était quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages, dans le vocabulaire utilisé dans les journaux de l'époque, hein, ou dans les interviews qui sont réalisées, c'est un peu le rugby d'évitement. Un peu, on va revenir à l'essence même du rugby, où il n'y a plus ce combat viril et de force hein, qui est sans cesse entretenu, mais au contraire, l'idée, ça va être vraiment de faire vivre le ballon et donc pour avoir beaucoup moins de plaquage sur le sujet. Et donc, il y a vraiment cet élément-là, ce déclic qui intervient en 2014. Et donc, à ce moment-là, on voit dans les rapports annuels un détail beaucoup plus précis qui va intervenir, des histoires beaucoup plus précises. Le nombre de pages aussi, c'est un détail, mais le nombre de pages aussi qui va augmenter, qui va spécifiquement traiter de cette question-là. Et donc, c'est aussi ça qui va être intéressant sur cette thématique. Et le deuxième point que je voulais aussi mentionner, c'est la question de la médiatisation, où on voit de plus en plus d'articles, enfin de journaux se saisir un peu de cette question-là. Le tournoi Destination féminin qui était complètement invisibilisé par le tournoi Destination masculin, désormais a été légèrement décalé. Il y a eu un nouveau partenaire aussi, TikTok, qui permet un autre type de médiatisation, alors qui soulève énormément de questions, mais qui permet aussi un autre type de médiatisation. Du coup, on a tendance à considérer désormais que ça y est, certains dirigeants vont vous dire que ça y est, le rugby, la pratique féminine du rugby est ancré dans les mœurs, dans les pratiques, et c'est quelque chose que le combat en réalité est gagné, sauf que on se rend compte que ça n'est pas le cas. Et notamment, il y a eu un révélateur qui a été particulièrement intéressant dans le domaine du rugby, comme de façon générale, qui était celle du Covid, où en réalité, il y a eu des clubs qui ont été complètement dépossédés de leurs moyens humains, temporels, financiers pour être rebasculés sur d'autres clubs. Il y a eu aussi une très faible interrogation sur l'avenir de la pratique féminine. Il y a eu des kilomètres, ça c'était une toute petite étude que vous retrouverez sur le site de l'IRIS que j'avais réalisé pendant le Covid, où en fait il y avait un nombre de kilomètres impressionnant sur la gouvernance du sport masculin, des centaines d'articles, de papiers, d'interviews, de réflexions sur quel avenir pour le sport masculin post-Covid. Il n'y en avait pas un seul sur la question du sport féminin, parce que cette question n'avait pas l'air d'intéresser. Et puis, il y avait un certain nombre de déclarations importantes. Je vais m'arrêter là sur la pratique féminine, sinon vous m'avez perdu pour le reste de la soirée.
Deuxième élément sur le comme ça me permettra de faire le rugby à 7 et les protocoles, enfin les commotions cérébrales. Sur le rugby à 7, ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est deux choses. La première, c'est que c'est une pratique olympique qui est récente. Elle n'a été mise en place qu'à partir de 2016, notamment promue par Bernard Lapassé, qui l'avait fait rentrer dans le programme du CIO lors du congrès de 2009, avec une arrivée, une première entrée en 2016. Ça avait été très largement attendu par le CIO et plutôt un pari remporté, parce que c'est hyper alors j'allais dire photogénique, mais non, vidéogénique, télégénique. Les règles sont beaucoup plus simples que celles du rugby à 15, et ça permet aussi peut-être une vraie mondialisation dans ce cas-là du rugby, à la différence de du rugby à 15 qui est joué par à peu près toujours les mêmes pays. Dans le cadre du rugby à 7, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus universel. Il y a une hiérarchie qui est beaucoup moins figée, en féminin comme en masculin, à la différence là encore du rugby à 15, où, je vous l'ai dit, il y a 4 nations qui se partagent 10 titres de champion du monde dans le domaine masculin. Je crois que c'est la même chose dans le domaine féminin, il n'y a que 3 nations qui se partagent les titres mondiaux. Mais cette question-là, mais ce rugby à 16, pardon, ce rugby à 7 n'a pour l'instant, a évidemment une existence hors programme olympique, mais il a une existence olympique au moins jusqu'en 2028. Et la vraie question, ça va être de savoir, est-ce que ça va se pérenniser par la suite? On sait que c'est un vrai débat et un vrai enjeu que d'être présent au sein du programme olympique. Et le cricket en a été, au cours des dernières semaines, un très bon exemple. Donc c'est ça qui me semble intéressant, de voir comment est-ce que le rugby va arriver à se vendre, entre guillemets, pour arriver à pérenniser sa place, à sécuriser sa place sur la suite du programme olympique. Et dernier point que je voulais développer, et ensuite je vous laisse la parole, sur la question des commotion, des protocoles commotion, des commotions cérébrales et des blessures. Ça, c'était quelque chose qui, pendant très longtemps, a été complètement mis de côté par le World Rugby et par les fédérations nationales. Et puis, il y a eu la révélation, il y a eu des enquêtes, il y a eu des décès prématurés d'un certain nombre de joueurs et joueuses. Et en 2021, de mémoire, il y a eu, notamment, on prend souvent l'exemple de l'équipe championne du monde des Springboks en 1995, donc, dont une partie de l'effectif est déjà décédée, alors que c'était pas si loin que ça, et l'autre partie, et une partie des survivants souffrent de maladies dégénératives qui pourraient être dues à plein de choses, mais la violence des chocs et des entraînements sont sans doute, ils sont sans doute pour beaucoup, et là il y a des études en cours sur le sujet, et World Rugby quelque part a été forcée à se saisir de cette question-là parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre elle. Et du coup, il y a vraiment eu cette prise de conscience-là qui a été faite. Et donc là encore, on voit comment est-ce que ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit monte ensuite dans les instances et produisent un changement de règles sur le terrain. Par exemple, ça a été le cas dans les mêlées, qui était un lieu extrêmement brutal, extrêmement dangereux lors des matchs. Il y avait énormément de blessures. Et donc, la commission d'arbitrage et la commission scientifique s'est saisie de cette question-là, ont révisé les commandements et les positionnements dans les mêlées, et qui ont permis avec des positionnements clairs et avec une sanction plus importante des mauvais gestes, de venir limiter le nombre de blessés sur des mêlées. Et donc là, la question, c'est de se dire, OK, en fait, les chocs sont devenus inhérents au rugby. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer de limiter les chocs? Et donc, ça va aller avec l'interdiction du plaquage cathédral que l'on avait il y a une vingtaine d'années. Ça va être l'interdiction de certains plaquages au niveau, avec impact de l'épaule et de la tête ou du cou. Les plaquages dangereux vont être systématiquement beaucoup plus plus durement sanctionnés, ce genre de choses. Et donc, il y a vraiment on voit aussi comment est-ce que la réalité du terrain a fait évoluer le message à l'échelle des instances, même si ce sera jamais assez. Et là aussi, c'est aussi ça qui est intéressant. Alors ça, c'est quelque chose que, pour le coup, je fais un parallèle avec ce que je fais moi
mon travail de thèse, c'est aussi comment est-ce que la crédibilité des instances sont aussi en jeu. Et donc la nécessité de se saisir ou de donner l'impression, entre guillemets, de se saisir de la situation pour pouvoir expliquer que quelque chose est fait et donc de pouvoir réagir face à telle ou telle situation. Et donc ça passe par de l'éducation, ça passe par le changement des règles, ça passe par des sanctions qui sont plus importantes. Et c'est aussi ça qui va être intéressant. Et surtout, ce qui sera très intéressant à voir, ce sera de voir un peu comment est-ce que les, euh, les procès qui sont en cours vont être accueillis par les fédérations nationales et internationales, quelles vont être l'issue de ces procès, est-ce qu'il va y avoir des condamnations. Et donc c'est tous ces éléments-là qui seront très intéressants à suivre dans le cadre des prochains mois. Et je m'excuse, j'ai été beaucoup trop longue. Et j'espère que ça a été... J'ai donné beaucoup d'éléments, mais je reste évidemment ouverte à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, c'était vraiment d'une clarté incroyable. Je vais laisser la place à Imma Schlebowski, la vice-présidente, qui va animer le petit temps de questions. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, je vais prendre les questions si vous en avez. Je vais en envoyer deux qui viennent de la part de Cyril et qui a dû nous quitter. Alors, je vais vous les lire, je les ai mises dans le chat. Comment expliquer l'engouement moins grand de la part de fonds d'investissement étatiques au sein du rugby que du football? Donc, exemple des rachats de clubs qui deviennent de véritables porte-drapeaux pour ces États. Et la deuxième question, dans quelle mesure peut-on introduire une analyse de sociologie au sein du rugby, inclusivité notamment? Et Lucien, je prends ta question juste après. On ne vous entend pas, vous avez coupé votre micro. 3 ans de Covid et j'ai toujours un truc avec ça. Question de Jérôme. Comment expliquez-vous les liens entre le rugby anglais et sa forte présence particulièrement dans le sud-ouest de la France? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qui est surtout, en fait, il n'y a pas de réponse comme d'habitude, il n'y a pas de réponse simple et unique, mais il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on va pouvoir formuler. La première, qui là est un fait historique, qui est le fait que le rugby est arrivé à Bordeaux notamment, qui est arrivé d'abord au Havre et ensuite dans un certain nombre de villes, dont Bordeaux, et qui s'y diffusait très largement par le commerce, par les commerçants, par ceux qui travaillaient dans le domaine du vin. Et donc, il y a eu une implantation très forte et une communauté aussi anglophone et anglophile relativement forte dans la région bordelaise. Donc, il y a ce premier élément-là. Il y a un deuxième élément aussi qui est dû à la présence de certaines personnalités dans la ligue de l'enseignement, enfin dans le milieu enseignant aquitain et plus particulièrement girondin, qui avait des liens très forts avec le Royaume-Uni. Et par exemple, il faut aussi avoir en tête que c'était quelque chose qui n'était pas spécifique, certes, au sud-ouest, puisque par exemple le baron Pierre de Coubertin avait fait beaucoup de voyages en Angleterre, et c'était là où il avait compris à quel point le sport pouvait être intéressant s'il était pratiqué très largement par une population jeune. Donc il y a une raison économique, on va dire, avec ce commerce du vin, une région liée à des personnalités sur le sujet. Et puis, ce qui est surtout intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui... Il y a plusieurs hypothèses qui se rajoutent à ça. La première, c'est le lien très fort, ça c'est une hypothèse qui avait été développée par Valérie Bonnet, qui était le lien très fort entre la terre et enfin, la pratique du rugby dans un territoire fortement agricole et le rugby, où du coup on a tendance à considérer que c'est quelque chose qui est ouais, le fait d'avoir des grands espaces, de pouvoir pratiquer dans les campagnes et de pouvoir avoir ce sport très terrien en réalité, qui pouvait être très ancré dans le terroir, qui veut bien dire ce que ça veut dire, et qui était sur ce sujet. Il y avait une deuxième hypothèse qui était aussi le bassin de personnes qui pouvaient jouer, ou pour des raisons qui sont propres, le football ne s'est pas forcément
complètement implanté sur certains territoires du sud-ouest. Et du coup, le football, le rugby a pris un peu sa place et donc est venu compléter un maillage qui avait laissé quelques poches vides par le football. Il y a aussi une autre hypothèse qui a été développée, notamment par Jean-Pierre Augustin, qui avait tendance à superposer une carte des religions, et notamment des courants, des dogmes catholiques et protestants, et une carte de diffusion du football et du rugby. Et en fait, on avait un match à peu près parfait. Et donc, c'est aussi ça qui est une espèce de corrélation qui serait intéressante à creuser, même si là encore, il avait entrepris un travail pour essayer d'aller plus loin, mais ne l'avait pas forcément poursuivi. Et par ailleurs, il y a aussi un autre élément qui me semble important de signaler, et c'est aussi une image d'Épinal qu'on peut avoir, c'est le fait que le rugby s'est tout de suite développé dans les campagnes, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque, comme je vous l'ai dit, le rugby en France est arrivé par les métropoles, par les universités, par les grandes villes, par les vrais pôles. Alors on n'appelait pas forcément ça les régions à l'époque, mais par les villes qui étaient extrêmement importantes aux quatre coins de la France, et avant de ensuite se rediffuser dans les campagnes. Et là, aujourd'hui, on observe un phénomène de remétropolisation où les petits clubs de Dax, Mont-de-Marsan, Montauban, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Narbonne, Béziers, Agen, Lourdes sont relégués dans les divisions inférieures, et aujourd'hui, dans les divisions de top 14, on voit quasiment que des grandes villes, quasiment que des métropoles de régions, parce qu'il y a aussi un tissu économique important qui peut permettre de venir alimenter le club d'un point de vue de sponsor, d'un point de vue des financements. Alors il y a évidemment l'exception qui vient évidemment à l'esprit, c'est Castres, mais il ne faut jamais oublier que Castres est aussi soutenu parce qu'il y a le laboratoire Pierre Fabre, et qui donc permet d'avoir une sérénité, une pérennité économique sur le sujet. Et pardon, j'étais beaucoup trop longue. Et donc, du coup, vous m'avez posé les questions de je ne sais plus qui, mais qui est parti, mais qui était très intéressé. Comment expliquer l'engouement moins grand de la part de fonds d'investissement étatiques au sein du rugby que du football? Alors ça, c'est une très bonne question, puisque ça, c'est un tout petit peu en train de changer. Et il est intéressant de voir, et notamment dans cette logique de mondialisation du rugby, le World Rugby essaye de plus en plus de faire venir de nouveaux acteurs au sein de ce sport-là. Au sein du rugby à 15 et au sein du rugby à 7, il est toujours intéressant d'avoir en tête que le rugby à 7 a une géographie très différente dans la pratique et dans les lieux de pratique, les lieux de compétition, que le rugby à 15. Par exemple, l'étape de Dubaï en rugby à 7 est une des principales. L'étape de Hong Kong est l'une des principales, alors que ce n'est pas du tout des pays qu'on pourrait imaginer, ou des sites, ou des capitales, même si Dubaï n'est pas du tout une capitale, puisque c'est capitale des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, merci, qui du coup pourrait être mise en avant. Et donc, pardon, pour répondre à la question, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit par exemple de nouveaux acteurs étatiques, alors pas forcément des fonds d'investissement spécifiques, mais plus des États qui commencent à s'intéresser. Les États-Unis commencent beaucoup à s'intéressent depuis 2015-2016 très largement au rugby. Ils ont lancé un championnat à part entière. Il est toujours important aussi d'avoir en tête que les États-Unis sont des participants récurrents à la Coupe du Monde masculine de rugby à 15. Et il y a deux exemples que je voudrais citer. Le premier qui est les rumeurs assez persistantes qui laissaient supposer une candidature du Qatar à l'accueil de la Coupe du Monde masculine de rugby à 15 en 2027. Pendant très longtemps, on a entendu parler de ça. C'était quelque chose qui était dit off-record. Et ça, j'ai eu plusieurs journalistes qui m'ont confirmé d'une potentielle candidature, justement alors que la Coupe du Monde de 2022 n'était pas encore de football, n'était pas organisée au Qatar. Finalement, cette compétition de 2027 a été attribuée à un autre pays, mais ça montre aussi qu'il y a un intérêt du Qatar pour potentiellement se positionner sur ces sujets. Et là, de manière plus récente, en août 2023, un journal irlandais qui
est plutôt bien câblé pour certains articles, a relayé l'intérêt important de Riyad et de l'Arabie Saoudite pour accueillir une potentielle Coupe du Monde en 2035. Là, pour l'instant, les prochaines Coupes du Monde sont accueillies par l'Australie en 2027 et 2025 Coupe du Monde féminine, 2027 Coupe du Monde masculine, et les États-Unis dont je vous parlais, 2029-2031 aux États-Unis. Donc les États-Unis se positionnent sur le sujet, mais l'Arabie Saoudite serait aussi intéressée sur cette thématique. Et par ailleurs, la Chine a aussi beaucoup investi dans le domaine du rugby, notamment depuis que le rugby est devenu discipline olympique à 7. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Même si, je vous avoue, alors déjà, je ne parle pas mandarin, donc c'est un peu compliqué d'arriver à avoir des infos de non digérées, on va dire. Non, enfin, je ne peux pas lire les documents qui sont publiés par le ministère des Sports, mais il me semble en tout cas, j'ai vu passer en tout cas moins de choses sur le sujet au cours des dernières années. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Dans quelle mesure peut-on introduire une analyse de sociologie au sein du rugby, sur l'inclusivité notamment? Alors, c'est une excellente question. Et dans quelle mesure? Dans absolument toutes les mesures possibles et imaginables. Mais c'est aussi ça, en fait, qui est un tout petit peu dommage à mon sens. Alors, moi, je suis apprenti sociologue, donc clairement, ce ne sera pas pour moi. Mais c'est aussi quelque chose En fait, il faut vraiment, à mon sens, faire en sorte que le rugby soit pleinement saisi comme un sujet et comme un objet d'étude. Je suis absolument passionnée par le football et par d'autres sports, mais c'est toujours très frustrant de voir que le rugby n'est traité qu'à travers que des résultats sportifs qui peuvent être passionnants au demeurant, mais qui ne sont pas utilisés à leur pleine valeur. Je sais qu'il y avait deux autres questions, je vois deux autres questions qui se posent. Oui, on va laisser la parole à Lucien, puis à Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai deux questions. La première concerne ce que vous évoquiez concernant les protocoles commotion. En fait, ça m'a évoqué la Coupe du Monde de rugby masculin à 15 qui a eu lieu récemment, et particulièrement le match contre la Namibie. On se rappelle du Antoine coup Dupont. violent porté à Antoine Dupont, qui ne paraît en fait pas contrôlé. Ça m'a aussi évoqué un match de football récent de l'équipe de France contre Gibraltar, où il y a eu un tacle pareil qui semble Non non maîtrisé. contrôlé. Est-ce que ça pose un enjeu sérieux de l'inclusion des plus petites nations dans les grands championnats? Et donc ma deuxième question, en fait, vous parliez peut-être d'un manque d'influence de la France ou peut-être d'un manque de volonté dans les milieux du rugby. Et alors, comment est-ce qu'on explique ce manque d'influence-là d'un côté, et la force du top 14, qui est l'un, sinon le meilleur championnat de rugby au monde? Merci. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on prenne les questions de Maxime, comme ça je fais comme vous voulez? C'est comme vous voulez, on peut la prendre si vous voulez. Ouais. Vas-y, Maxime. Très bien, merci beaucoup. Je rajoute, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, ma question porterait sur le rayonnement international que certains pays ont pu gagner grâce à leur, on va dire, suprématie sur le monde du rugby. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande, parce que je pense qu'on ne va pas se mentir que si une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont capables de placer la Nouvelle-Zélande sur une carte, c'est quand même parce que les All Blacks sont une des meilleures équipes du monde en rugby. Donc, comment est-ce que le rugby permet à certains pays de pouvoir rayonner, et en quoi est-ce que ça peut éventuellement influer sur le reste de leur politique, donc par exemple au niveau commercial ou je ne sais pas, au niveau touristique? Est-ce qu'on on peut percevoir un véritable effet rugby dans la relation que certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud peuvent entretenir avec leurs voisins du fait de leur renommée dans ce sport-là?
Merci beaucoup. Alors, du coup, question sur la place des plus petites, si je résume, hein, la place des plus petites nations dans les grands championnats et notamment les championnats du monde, c'était ça votre question, Lucien. Ça, c'est une excellente question que je n'ai pas traitée, euh, qui est absolument essentielle et c'est un peu toute la difficulté du raisonnement toute la difficulté du problème que doit résoudre aujourd'hui World Rugby. À la fois, il veut s'ouvrir, mais en s'ouvrant, il y a aussi un risque de faire concourir des équipes qui évoluent parmi les plus grands championnats du monde, avec des professionnels avec des joueurs qui sont professionnels depuis 25 ans, face à des personnes, à des joueurs qui sont amateurs et qui s'entraînent 2 heures par semaine et avec un niveau qui va être très compliqué. Et bien ça, c'est une vraie question que doit résoudre World Rugby. Et pour le coup, c'était un des argumentaires qui est aussi lié à la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, la Coupe du Monde avait réuni ses 16 États 16 nations jusqu'en 1995. Elle est passée jusqu'en 2023 à 20 nations à l'échelle internationale, ce qui est certes beaucoup quand on voit le niveau de certaines nations, mais peu quand on parle quand même d'une Coupe du Monde, notamment avec des éléments aussi si importants. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un plaidoyer pour se dire, en fait, essayons d'ouvrir un peu plus. Si ce sport est vraiment une pratique en cours de mondialisation, ouvrons-le un peu plus et essayons de faire monter plus d'équipes. Le problème, c'est que il ne suffit pas d'ouvrir 4 places en plus, il s'agit aussi d'accompagner ces nations-là dans le développement, dans la structuration, dans la professionnalisation du rugby, pour juste pas les envoyer au casse-pipe. Enfin, là encore, vous avez noté ce qui s'était passé sur le match France-Namibie, mais de mémoire, c'est dans 1995, il y a un joueur qui est resté qui a été paraplégique pendant un match, pendant la Coupe du Monde. De mémoire, je crois que c'est je sais plus l'opposant en tête, mais de mémoire, c'était la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a aussi ce risque-là d'intégrité qui se pose. Et donc, World Rugby doit arriver à la fois continuer à développer la diffusion et la mondialisation de ce sport, mais en faisant en sorte d'avoir des poules équilibrées et des matchs équilibrés. Sauf que il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement compris par World Rugby, à mon sens, qui est la nécessité d'avoir des matchs de manière régulière et pas qu'une fois tous les 4 ans. En gros, et ça c'était un des reproches qui a été fait, c'est de se dire, en fait, potentiellement, certaines équipes, comme le Chili, comme la Namibie, ont des matchs à haute intensité une fois tous les 4 ans. Et donc, c'est aussi très compliqué pour eux d'arriver à progresser sur l'échelle internationale. Et accessoirement, c'est pas quelque chose de très fou de voir un 96-0 au niveau de l'intensité. Enfin, le spectacle est beau, mais au bout d'un moment, il faut quand même vraiment aller dans une autre dynamique. Et donc, à mon sens, il faut aussi que World Rugby, en actant cette compétition à 24 équipes, doit aussi penser les sous-compétitions entre-temps et se dire, en fait, il faut qu'il y ait d'autres choses qui soient mises en œuvre de manière beaucoup plus concrète, choses qu'ils ont un tout petit peu commencé à esquisser à faire avec la redéfinition en créant de nouvelles compétitions, mais en réalité, ces nouvelles compétitions ne vont concerner toujours que les mêmes grandes équipes. Et donc, c'est aussi ça qui va être compliqué. L'argument qu'ils opposent, c'est de dire, oui, mais en même temps, qui est-ce qui va regarder un Namibie, avec tout le respect que j'ai pour la Namibie, Géorgie, ou Namibie, Nouvelle-Zélande, qui est-ce qui va payer, qui est-ce qui va acheter les droits? Et donc, on se retrouve là donc avec une logique politique, économique et de santé publique, et sur lequel World Rugby doit essayer de trouver un équilibre à peu près gérable pour lui. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sur le tapis, même si à mon sens, toutes les réponses qui sont apportées ne sont pas forcément les bonnes ou tout du moins les plus complètes. Deuxième question sur le manque d'influence de la France. En fait, c'est pas tant... Enfin,
y a deux choses. Je dirais pas que c'est lié à un manque de volonté. C'est peut-être qu'on a considéré. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'on a placé les cartes du rugby français dans les mêmes mains, dans les mains d'une même personne, en l'occurrence Bernard Laporte et notamment aussi Serge Simon. Et donc, si il y a quelque chose qui arrive à l'un d'eux ou aux deux, ces personnes-là sautent et du coup ne peuvent plus exercer ces pratiques-là. Et donc ça, il y a pour le coup, si je reviens sur ce que j'ai dit, il y a sans doute un manque de volonté, notamment dans l'anticipation et dans la nécessité de préparer le coup d'après. Et donc de former les futurs dirigeants et dirigeantes de demain et de faire en sorte que s'il y a un empêchement pour X ou Y raison, il y a quelqu'un qui puisse prendre la suite. Et ça, c'est quelque chose qui pour le coup, a manqué dans le rugby, mais qu'on pourrait aussi avoir dans d'autres sports. Dans le domaine du football, par exemple, la démission de Noël Le Graët a failli faire perdre la place et la voix de la France au sein de l'UEFA, puisque Noël Le Graët faisait partie du comité exécutif, et ça a été in extremis rattrapé par Philippe Diallo, qui était son successeur, le président par intérim. Donc il y a aussi cette espèce de manque de cette concentration du pouvoir au sein des mains d'une même personne, qui fait que c'est difficile ensuite de pouvoir développer un peu ces éléments-là. Et je vous l'accorde sur la force du top 14. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était intéressant, parce qu'en 2019, qui était la première publication de cet ouvrage, je disais que le bilan français d'un point de vue sportif n'était pas foufou. On sortait quand même d'une décennie un peu compliquée, mais au niveau des institutions, Bernard Laporte était vice-président, il avait failli viser à un moment où la question s'était posée de savoir si pour la présidence de World Rugby, il avait été nommé dans les fédérations, dans les commissions importantes. On sentait qu'il y avait Jacques Laurens qui était aussi présent, toujours très présent dans le comité de destination. Et donc, il y avait quand même une présence de la France qui était encore assez importante. Il y avait Serge Simon qui était dans la commission médicale, ce qui, en fait, est hyper important. Et du coup, cette espèce de basculement entre 2019 et 2023, où, au niveau sportif, féminin comme masculin, à 15 comme à 7, c'est quand même plutôt pas mal, bon, avec l'issue tragique que l'on connaît, mais c'était quand même plutôt pas mal. Par contre, au niveau de la politique, là, on avait, à mon sens, connu un vrai ralentissement. Et surtout, moi, ce qui quelque part, me gêne un tout petit peu, c'est que il me semble pas qu'il y ait de successeur, une filiation qui soit nommée. Et donc, on n'est pas certain qu'il puisse y avoir demain quelqu'un qui puisse sortir du bois en disant, en fait, je suis l'homme ou la femme que vous attendiez et c'est moi qui vais prendre telle responsabilité. Et donc, c'est aussi peut-être ce manque d'anticipation et ce manque de préparation sur le sujet. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Et concernant le rayonnement international, ouais, je vous rejoins complètement. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir, en fait sur l'exemple de la Nouvelle-Zélande, de voir qu'en fait les joueurs et les joueuses de A7 comme A15 de la Nouvelle-Zélande sont en fait considérés comme des ambassadeurs à part entière. Tous leurs déplacements à l'étranger sont organisés comme une visite d'État. Lors de déplacements même officiels, on va poser des questions sur l'état de santé de telle personne ou comment la performance de tel joueur ou joueuse dans un club, mais par contre peut-être se détourner complètement de la première ministre, hein, ou du gouvernement en tant que tel. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et un autre exemple qui pourrait aussi être très intéressant et qui dépasse peut-être la question de la représentation, c'est la question des Fidji. Les Fidji, je suis absolument honnête avec vous, si j'étais pas mordu de rugby, je serais infoutu de placer les Fidji sur la carte, de même que les Samoa, de même que les Tonga, et je serais incapable de suivre ces questions-là. Et les Fidji et les Tonga, c'est deux exemples que je vais juste développer, en dire deux mots. Fidji, c'est très intéressant, notamment d'un point de vue climatique. Les territoires est menacé par la montée des eaux, et donc ils sont dans une position de vulnérabilité extrêmement importante. Et parce qu'ils ont une présence sur la scène internationale sportive, ils ont une notoriété, une connaissance, une reconnaissance à l'échelle internationale, et donc leur point de vue va
être peut-être plus facilement audible dans certaines discussions, par exemple lors des COP, que certains territoires qui peut-être disposent de moins d'arguments ou de moins de notoriété. Et donc c'est aussi ça qui va être intéressant, et de voir comment est-ce que ce lien entre sport et politique est évident, et comment est-ce qu'il va pouvoir y avoir on va pouvoir capitaliser sur le palmarès, la connaissance, la reconnaissance, les exploits des équipes nationales, pour arriver à faire valoir un intérêt médiatique. Je fais une toute petite parenthèse, mais ça renvoie à ce qu'avait fait un travail de thèse de mon ancienne collègue Alice Baya à l'IRIS, qui avait travaillé sur le Bangladesh et qui avait développé le concept de... Vous êtes en relations internationales et à Sciences Po, donc vous avez déjà entendu parler du concept de soft power de Joseph Nye, évidemment. Et en fait, elle avait développé le concept de weak power, et donc d'apparaître comme étant et qu'elle avait appliqué au Bangladesh en considérant que, parce que c'était un territoire qui était maudit des dieux, avec d'un point de vue politique, c'était extrêmement compliqué, d'un point de vue avec la question des Rohingyas, avec la question climatique, qui est un territoire extrêmement vulnérable, ils arrivaient à faire que leur exemple et que leur pays soit systématiquement pris en exemple lors des conférences internationales, et qu'un certain nombre de financement soit fléché vers leur pays, parce que justement ils étaient particulièrement vulnérables sur plein de sujets. Et ben dans le domaine c'est un tout petit peu la même chose avec le sport, où il va y avoir un sport power qui va se développer, et donc on va pouvoir utiliser ces éléments-là. Il y a un autre élément un autre exemple que je voulais utiliser, c'est celui des Tonga, dont pareil on n'a pas trop entendu parler, sauf il y a 4 ans, où le ministre de l'Éducation, le ministre des Sports a pris une décision d'interdire la pratique féminine, d'interdire la pratique du sport et du rugby et de la boxe aux filles, parce qu'il considérait que c'était quelque chose de trop violent, parce qu'il considérait que c'était contre la loi de la nature, etc. Et donc ça a été aussi intéressant, parce que les Tonga étant très forts au rugby, il y a forcément eu une médiatisation de cette affaire-là, alors que si ça s'était passé dans un autre pays, et ça se passe dans d'autres pays, mais qui ne bénéficie pas peut-être d'une notoriété aussi importante dans ce sport-là, ce serait sans doute passé inaperçu. Et là, le fait qu'il y ait cette médiatisation-là, ce tollé-là au sein aussi de la famille, entre guillemets, du rugby et d'autres acteurs du rugby, on a vu cette pression, et finalement cette décision a été retirée, il y a eu un démenti de la part du chef de gouvernement, et ensuite cette politique a été retirée. Et donc c'est aussi ça qui me semble intéressant, de voir comment est-ce que le rugby peut vraiment, certains pays peuvent apparaître sur la scène internationale sous un jour extrêmement positif. La Nouvelle-Zélande, par exemple, l'Afrique du Sud post-apartheid, qui était, ça y est, la nation arc-en-ciel, qui revenait sur le devant de la scène, triomphante en plus, ou sous un angle peut-être plus négatif, avec l'exemple des Tonga. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore 2 minutes pour une dernière question qui était dans le chat? C'était: comment est né votre intérêt pour la géopolitique du sport, et pourquoi le rugby en particulier? Alors, en 2 minutes 30, pourquoi le rugby? Parce que je viens du Sud-Ouest, et que d'une petite ville, et donc c'est un peu le passage obligé, ça fait partie de la culture. Et parce que ça a été aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup, avec ce que je vous disais en introduction, le fait, moi ça me rendait vraiment... c'est un vrai manque, en fait, de ne pas lire de choses sur le sujet, et sur la question, par exemple, de la pratique féminine. Faites juste ce test-là quand vous allez dans une librairie, ou quand vous regardez un article sur le sujet, regardez dans la page des matières combien sont réservées à la pratique féminine. En fait, il n'y en a pas. Et donc ça, du coup, c'est aussi ça qui c'est envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, et de questionner, en fait, et de mettre en avant certaines choses. Et sur la géopolitique du sport, ça a été un peu un hasard. Parce que moi je suis absolument fan de sport depuis toute petite, et j'ai étudié les relations internationales, le droit international public et les relations internationales. Et c'est un peu par hasard que j'ai décroché un poste au ministère des Sports en tant que juriste pendant 2 ans.
Et du coup, je me suis intéressée à toutes les questions de politique évidemment nationale, mais aussi politique internationale, en ayant fait auparavant différents stages dans des centres de recherche, et notamment à l'IRIS. Et donc, il y avait cette espèce d'expérience de travail dans la recherche, en géopolitique, cette expérience dans le domaine du sport, cet intérêt par ailleurs pour le sport, et aussi et quand j'ai été recrutée à l'IRIS sur ces questions-là, c'était parce que il y avait aussi une vraie. C'était à l'époque donc Pim Verschuren, qui est maintenant maître de conférence à Rennes, et le fondateur de l'IRIS, Pascal Boniface, qui sentait qu'il y avait un vrai. Il y avait quelque chose à faire sur le sujet. Et on le voit aujourd'hui au regard des investissements importants qui sont faits par des États, par des organisations internationales dans le domaine du sport. Il y a vraiment une clé. Il faut vraiment avoir en tête à mon sens en tout cas, que le sport est un formidable outil de compréhension du monde, de ses tensions, de ses contradictions. Et il y a aussi beaucoup de choses qui passent par le sport. Et j'aurais juste tendance c'est mon dernier message, il y a vous allez entendre et lire beaucoup de choses qui parlent du sport comme étant le miroir de la société. Ben, moi, c'est quelque chose que j'ai tendance un tout petit peu à réfuter, en considérant que c'est un miroir déformant. Enfin, c'est pas à réfuter, mais plutôt à affiner, en disant que c'est un miroir déformant. Il y a certains phénomènes qui vont être complètement accentués dans le domaine du sport, d'autres qui vont être complètement invisibilisés. Et donc, c'est aussi toute cette complexité-là qui va être intéressante à questionner. Et le rugby en est une très bonne illustration, pourquoi est-ce que le rugby a pris en France, mais pas en Allemagne? Pourquoi est-ce que le rugby s'est développé très largement au Zimbabwe et en Namibie, mais pas du tout en Angola, par exemple? Et donc, c'est un peu. Et c'est évidemment, il y a des réponses qui se trouvent, mais c'est justement ces éléments-là qui me semblent intéressants à creuser. Et surtout, ce qui est plutôt très cool avec cette matière-là et avec ce terrain-là, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Et ça, en tant que chercheur et chercheuse, c'est très chiant quand vous devez chercher des sources. Ça, ok. Mais ça veut dire que vous avez plein de sujets de réflexion, il y a plein de collaborations à faire. Moi, je suis profondément compétente sur plein de sujets, sur quasiment tous les sujets, sauf les quelques sur lesquels j'ai quelques billes. Et donc, c'est aussi chercher l'expertise de l'autre, comparer les points de vue, moi avoir ma propre conception sur un truc qui va être complètement réfuté par un autre collègue ou une autre collègue qui va avoir un point de vue juridique, historique, économique, sociologique sur le sujet. Et c'est aussi ça qui est absolument passionnant dans le domaine du sport, enfin dans le domaine du rugby et dans le domaine du sport de façon plus large. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je vais laisser les mots de la fin à Charlotte. J'ai pas grand-chose à rajouter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et de répondre à toutes ces belles questions qu'on a eues. On reviendra vers vous pour la suite des événements, bien évidemment. Et pour les membres de l'ORI et de Sciences Po Saint-Germain, on vous donne rendez-vous demain pour le dernier webinaire du prix du livre géopolitique avec géopolitique du cinéma. Donc, on change totalement de sujet. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne continuation à vous tous.